Bernard Delvaille publie chez Segers la poésie symboliste. Choix et présentation. La poésie symboliste, Bernard Delvaille, il est bien difficile de la définir, et vous donnez précisément dans votre introduction un certain nombre de définitions, l'une de Rété, d'Adolphe Rété, qui en 1892 disait « Si l'on interrogeait séparément les poètes dits symbolistes, il est à croire qu'on obtiendrait autant de définitions qu'il y aurait d'individus interrogés. » D'autre part, vous donnez une définition de Gustave Kahn. Mettons que symbolisme est surtout voulu dire à un certain moment antinaturalisme, antiprosaïsme de la poésie, recherche de la liberté dans les efforts d'art en réaction contre l'enrégimentation parnassienne ou naturaliste. Et Rémy de Gourmont disait à peu près la même chose. Admettons donc que le symbolisme, c'est même excessive, même intempestive, même prétentieuse, l'expression de l'individualisme dans l'art, etc., etc. Oui. Bernard Delvaille, oui, alors qu'en pensez-vous? Il est en effet extrêmement difficile de définir le symbolisme. Réaction contre le Parnasse, bien sûr. On pourrait presque dire que l'école symboliste est constituée par les poètes qui ont été édités par les éditions du Mercure de France. Et encore vers la fin, vers les années 1910-1914, ce serait faux. Donc je crois que la meilleure définition du symbolisme, c'est au fond une définition par les dates. Il s'agit de poètes qui ont écrit, disons, ou publié l'essentiel de leur œuvre entre 1885 et 1905. Et à cette époque-là, l'on voit apparaître des personnalités aussi différentes. Certains anciens déjà, comme Verlaine, comme Laforgue qui meurt en 87, comme Mallarmé, mais aussi des personnalités aussi différentes qu'un Verhaeren, poète du Nord et qui annonce déjà le futurisme italien, qu'un Francis Jammes, poète pyrénéen qui a des attaches avec les Antilles et avec les îles et qui lui déjà annonce une certaine forme de poésie cosmopolite, ou bien qu'un Charles Cros, ou bien qu'un Henri de Régnier qui est un grand seigneur qui chantera plus tard les jardins et les parcs de Versailles. Donc il n'y a absolument pas de dénominateur commun à ces poètes symbolistes. La forme prosodique elle-même n'est pas un dénominateur commun, puisqu'il y a les poètes du vers libre, et puisqu'il y a au fond des parnassiens, ce qu'on pourrait appeler des parnassiens attardés, comme un Laurent Taillade ou un Emmanuel Signoret. Et encore, je ne considère pas Signoret comme un poète symboliste. Je l'ai mis dans cette anthologie parce que vraiment, j'ai voulu, je crois, prendre des références de dates. Et les poètes qui figurent dans cette anthologie sont des poètes ayant écrit, ayant donné, je le répète, l'essentiel de leur œuvre entre ces dates-là. Alors, il y a une chose amusante, c'est que vous commencez votre choix de poésie d'abord par les déviations. D'abord l'école romane, ensuite l'école naturiste. Et puis ensuite, vous prenez seulement les précurseurs. C'est-à-dire, c'est amusant en tout cas. Non, je commence par les déviations dans une introduction où, à la fin de cette introduction, je me permets, n'est-ce pas, de montrer comment le symbolisme s'est effiloché. Et je cite ainsi un ou deux poèmes de ces poètes qu'on pourrait appeler déviationnistes. Mais l'anthologie elle-même, enfin, recommence. Mais enfin, c'est assez amusant d'ailleurs de commencer à lire ça et à voir en effet pourquoi il y a eu réaction contre le symbolisme, ce qui peut-être peut donner une explication de ce qu'est le symbolisme à contrario, ensemble. Hubert Join. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'on ne puisse pas trouver une définition commune à ce qu'on appelle les poètes symbolistes. Albert-Marie Schmitt avait écrit là-dessus quelques pages qui, moi, me paraissent très intéressantes, très sûres. Il disait à peu près ceci, si vous voulez. Donc, effectivement, la délimitation est une délimitation chronologique. C'est de telle année à telle année. Disons jusqu'à l'apparition en 1908 de La vie unanime. Oui. Jusqu'à Jules Romain. Enfin, ne chicanons. Non, ne chicanons pas, parce qu'on pourrait dire aussi que ça s'arrête au moment où Claudel annonce solennellement qu'il quitte le symbolisme. D'ailleurs, nous reviendrons à Claudel, je crois, qui est un des grands manques de cette anthologie. Ceci étant dit, je résume un peu ce que disait Albert-Marie Schmitt. Il disait « Les écrivains classiques ont voulu donner une certaine image, qui était celle de l'honnête homme. Les écrivains romantiques ont voulu donner une certaine image, qui était une image héroïque, titanesque. Ces gens de la poésie symboliste, et je crois qu'il a raison dans la mesure où ça lui permet de placer le jeune Gide et le jeune Claudel parmi les symbolistes, c'est que les symbolistes sont vraiment des hommes de lettres. Pour eux, la littérature, même la façon dont ils s'habillent, dont ils se distinguent du commun par un certain costume de cérémonie d'écriture, c'est vraiment l'homme de lettres.
Avec évidemment ce que rajoute Albert Marie-Schmitt, et là qui me paraît capital, parce que ça donne au symbolisme à la fois des prolongements plus importants, ça rejoint l'idée du livre chez Mallarmé, ou alors l'idée de la lecture de la Bible chez Claudel, ou même l'idée à ce moment-là du symbolisme chez Léon Bloy. Albert Marie-Schmitt considère que lorsque les symbolistes publient leurs volumes, ils ne publient à chaque fois consciemment, et ils le disent, que les approches du vrai livre. C'est-à-dire ils ont une attitude d'homme de lettres et en même temps ils reconnaissent que ce qu'ils publient n'est jamais qu'une approche de ce qui serait ce livre définitif, qui rendrait tous les autres strictement inutiles. Ce qui était vrai par exemple, disons d'une façon athée pour Mallarmé, mais qui, pour des gens qui ont plongé dans le symbolisme comme Claudel, s'est révélé être vrai dans la mesure où, à l'écriture avec E majuscule, il faisait accéder une méditation de l'écriture avec E majuscule. Ça, j'assumais. Oui, mais il y a quelque chose de curieux. Celui qui fait le manifeste symboliste, comment dire, le plus détaillé, le plus intéressant, c'est Moréas. Et Moréas, au début, est le véritable type du symboliste. Et puis ensuite, il tourne Casaque, et il n'est plus du tout symboliste, il devient en somme le créateur de l'école romane. Alors, tout ça, ça laisse entendre que ce symbolisme était extrêmement vague, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On les appelait, au fond, à l'époque, et ça les désignait mieux, on les appelait les décadents, en tant que poètes. C'était eux, les symbolistes, réellement. Et alors, on ne peut pas dire qu'ils eussent une doctrine, mais ils étaient tout de même le mouvement dans la poésie. Il y a un mouvement, à cette époque-là, qui correspond aux influences étrangères, aux influences anglaises, avec les paraphaélites et les esthéticiens de l'époque, n'est-ce pas, avec les Allemands. Et Whitman. Alors Whitman joue un rôle tout à fait exceptionnel, parce que le Whitman, qui n'est pas du tout d'ailleurs un symboliste, va avoir une influence énorme. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de symboliste. Si on cherchait le symboliste type, je crois tout de même que ce serait Maeterlinck. Parce qu'alors ça ne peut pas passer dans une autre école que celle du symbolisme de l'époque, qui est déjà à l'approche de 1900, n'est-ce pas? Il y a les fées, les malades, les iris, les lys, etc., les orchidées. Alors lui, vraiment, il ne sort pas, on peut dire, comme poète, il ne sort pas de cette espèce de mysticisme que je dirais généralement pas religieux, n'est-ce pas, mais très idéaliste et flou. J'ai connu tout ça étant jeune, puisque naturellement je suis né un peu là-dedans. Eh bien, je pense que ceux qui nous frappaient le plus, quand j'étais très très jeune, c'était Maeterlinck, c'était Max Elskamp, c'était plutôt ceux qui venaient de Belgique. Parce qu'alors eux, ils avaient une note qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Même Verhaeren, n'est-ce pas, il a tout de même cette note mystérieuse qui est nordique, qui n'est pas du tout méridionale. Tandis qu'un type comme Emmanuel Signoret ne peut pas du tout entrer dans le cadre du symbolisme. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas parnassien comme les autres, hein, ni Adolphe Retté, ni combien d'autres. Alors au fond, ce n'était pas clair le symbolisme. Il y avait une chose dans le symbolisme tout de même, c'était l'idée du symbole. C'est-à-dire que les réalités sont remplacées par des symboles, et alors ça, si vous voulez, ça ressemble à ce que sera plus tard l'art abstrait, ou disons défiguratif, n'est-ce pas, et finissant par l'abstrait. Là, il y avait à peu près la même idée. Et puis alors, il se passe un événement au sein du symbolisme qui est la création du vers libre. Alors là, à mon avis, c'est toute une autre question, mais c'est peut-être la plus intéressante du point de vue de la poésie en tant que telle. Parce qu'alors là, on a été trompé par Gustave Kahn, n'est-ce pas, qui voulait avoir inventé vers libre, lui qui aurait été un symboliste de nature. Et Marie Krzesinska a réagi, elle a eu parfaitement raison. Et une des choses les plus intéressantes, à mon avis, du livre que publie Bernard Delvaille, c'est Marie Krzesinska. Parce qu'elle était fort intelligente. Et on s'aperçoit qu'alors, elle, avec son vers libre, elle apporte quelque chose de nouveau et de très moderne. C'est une Polonaise à l'origine, par conséquent, elle a un peu ce caractère polonais, un peu ironique, etc., qu'ont les femmes écrivains, surtout en Pologne. Et alors, elle, vraiment, elle annonce quelque chose. Gustave Kahn n'annonce rien du tout. Et alors, si on revient aux deux plus beaux poèmes en vers libre, c'est ceux de Rimbaud, sans aucun doute, dans les Illuminations telles qu'elles étaient publiées autrefois. Et puis alors, ensuite, viendra la Forgue, qui a des vers libres, qui ne pourraient pas ne pas être des vers libres. C'est ça qui me paraît intéressant. Quand les vers alexandrins ou les vers réguliers commencent à boiter
Ça, on a eu beaucoup de cet art boitillant que Rimbaud avait inventé avec ses délicieuses chansons, car c'est tout de même lui qui avait trouvé ça. Alors après, on en a abusé. Et mon impression à moi, je viens de relire toutes ces choses que j'avais beaucoup oubliées, et je m'aperçois que je n'ai pas changé d'avis. Ceux qui sont les grands, eh bien, c'est ceux qui ont réussi. Et quand on regarde aujourd'hui ceux qui ont été laissés sur la touche, ben, en somme, ils sont assez décevants. Alors, moi, je voudrais d'abord bien insister sur la partie, en quelque sorte, historique de l'introduction de Bernard Delvaille, où il insiste d'abord sur un terme qui a beaucoup d'importance, je crois que c'est d'emblée qui dit ça, sensibilité d'époque. Alors, après ça, quand on dit on ne peut pas réduire la notion de symbolisme à quelque chose de commun, même dans la facture. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il apparaîtra que, effectivement, et même indépendamment du vers libre, qui après tout existait déjà chez les précurseurs, ça existe dans Rimbaud, bon, et puis je ne veux pas dire, alors là c'est pour rejoindre d'avance ce que disait Stanislas Fumet, que seuls ceux qui ont réussi, enfin les vrais, bon, ben, c'est ceux qui auront gardé une certaine valeur de poésie en soi, et donc il faut revenir à une formule d'un symboliste repenti qui est André Gide, et disant que n'importe quel beau vers est libre, par définition. Bon, cela dit, il y a quand même dans la facture quelque chose de commun qui peut se trouver. Si vous prenez l'objet qui est un poème symboliste, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver, je vais simplifier, mais tout le monde va me comprendre, le contraire de l'expression directe. Vous le trouvez dans tous les vers, et avec les vocables flous, bien entendu, ce fameux flou du Nord, là on est bien d'accord, et puis également, vous le donnez, Bernard Delvaille, comme une chose entre autres, mais je crois que ça a beaucoup d'importance, parce que figurez-vous que ce qu'on peut estimer comme des successeurs, de quelque façon, du symbolisme, et en réaction contre le symbolisme, qui vont être les surréalistes, contre quoi vont-ils réagir d'abord? Eh bien, contre un élément à quoi les symbolistes tenaient beaucoup, quelle que soit la facture de leur vers. Nous arrivons à Valéry, reprendre la musique son bien. Pour moi, ça ne fait pas de question. Première chose, une certaine musicalité. Ce qui était expression non directe, c'est-à-dire suggestion. Ça va aboutir après, chez les surréalistes, à privilégier l'image en tant que telle. Et les symbolistes déjà arrivent à symboliser l'image, j'entends l'image verbale, non plus la métaphore classique, mais la déflagration de deux vocables, bon, et qui, pour les symbolistes, qui maintenant, pour nous, notre sensibilité, bon, on peut trouver que c'est un peu mou comme déflagration, mais justement parce qu'ils rapprochaient des termes qu'au besoin ils inventaient, et tout évanescent, ça faisait un flou en guise, bon. Les surréalistes, dans la dureté, vont quand même récupérer ça, seulement ils vont évacuer la musique. Alors je crois que la notion de musicalité, qui alors après, quand on arrive aux dernières moutures de la poésie d'aujourd'hui, alors là, ça ne compte absolument plus, mais il y a eu réaction. Donc, j'insiste beaucoup sur cette notion de musicalité. Et puis, alors après, il faut distinguer ceux qui, justement, ont été comme ça, participant à une sensibilité d'époque, et on va arriver à ce qui me semble être, alors, dans la recherche esthétique délibérée, l'extrême pointe. Et on n'a pas fini de payer. On va arriver à René Guil. On va arriver à René Guil, où il va faire en quelque sorte un code subjectif de langage. Mais ça existe encore de nos jours, figurez-vous, n'est-ce pas, pour la manière d'un tas de théoriciens entendent traiter le langage, soit sous l'angle plastique, soit sous autre chose. C'est beaucoup plus aujourd'hui plastique que musical, paradoxalement. Mais simplement, et je crois que c'est là qu'on arrivera au procès, à ce qui est un relatif échec, sauf, encore une fois, chez ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dépassaient toutes les questions d'école parce qu'ils étaient des poètes, un point c'est tout. Et moi, je me charge de vous trouver des résonances, ce que j'appelle des résonances symbolistes, mais même dans les classiques et même au XVIe. Vous comprenez, bien d'accord, on le trouve chez Baudelaire, et bon, étant donné que Baudelaire est vraiment l'homme tronc, si je puis dire, d'où tous les rameaux sont partis. Mais, où il y a la systématique, alors à l'extrême chez René Guil, c'est de traiter le langage comme quelque chose qu'il n'est pas, c'est-à-dire
le faire comme s'il s'agissait, dans les rapports de mots, d'un phénomène absolument analogue, mais absolument analogue à ce que nous sommes d'accord pour dire que la peinture, c'est d'abord le rapprochement de couleurs, que pour dire qu'en musique, c'est d'abord le rapprochement de sons, enfin, ainsi de suite. Seulement, voilà, dans le langage, le rapprochement des mots, oui, mais jusqu'à preuve du contraire, je dis que jamais on ne peut évacuer totalement le contenu d'un mot. Un mot veut quand même dire quelque chose en soi. Et on arrive alors à ce phénomène de René Guil, où libre à lui, bien entendu, de créer n'importe quelle langue, où les mots auront pour lui un autre sens, simplement il réagira par rapport à l'oreille, par rapport à une couleur qui prêtera aux mots, et des couleurs différentes du sonnet des voyelles de Rimbaud, enfin, etc. Mais ce qui est à remarquer, alors, puisque nous restons dans l'histoire littéraire pour le moment, il faut bien constater, et pour moi c'est un dommage, et même quand j'arrive à m'alarmer, vous savez, oui, même quand j'arrive à m'alarmer, je dis qu'il y a eu une malfaisance assez terrifiante, c'est-à-dire c'est couper définitivement, radicalement, la poésie de toute communication avec un public, même, même apte a priori à le recevoir, parce que c'est devenu quelque chose de foncièrement et de radicalement subjectif. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec Questan, pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsqu'il dit ils inventaient des mots, par exemple, alors là, je crois que ça fait appel à une confusion très générale. Il faut bien voir que les gens qui ont inventé des mots, des chevilles épouvantables, il y a un exotisme de pacotille, n'ont pas été les symbolistes, mais ont été les parnassiens. Ce que les symbolistes ont retenu de Baudelaire était quand même une chose très importante, qui était l'idée des correspondances. Ou si vous voulez, remontons jusqu'à Fourier, l'idée de l'analogie. Alors là, vous avez eu des gens comme Eliphas Lévy, par exemple. La lecture d'Eliphas Lévy était très importante pour les symbolistes. Oui, mais non, et alors, il y a quand même une chose qui est capitale, parce que nous sommes en train de parler comme ça, je relève au passage métaphore, image, symbole, comme si tout ça signifiait la même chose. Absolument pas. Or, je ne crois pas. J'ai dit qu'il ne s'agit pas de la métaphore classique, il s'agit de l'image. Oui, alors... Je fais une rigoureuse différence, justement, entre la métaphore ou la comparaison. Et à propos d'analogie, méfiez-vous, parce que quand vous dites analogie, certains verront l'analogie précisément dans la comparaison, toute bête, au stade au-dessus de la métaphore. Je dis l'image, je dis rapprochement de deux mots qui n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est pas forcément du symbole. Si, je dis symbole. Mais alors nous avons un théoricien du symbolisme. Nous avons un théoricien du symbolisme qui est une poésie venant du Nord. Nous avons un théoricien qui est évidemment peu connu, mais qui a été vraiment le personnage qui a fait, à propos du symbolisme, si vous voulez, des recherches esthétiques qui valent toujours. Et ce monsieur s'appelait Albert Moquel. Il était le directeur de la revue La Wallonie, lui-même poète, et qui a joué un très grand rôle d'éclaireur, de découvreur et de publiciste, si vous voulez, dans le sens le meilleur du mot. Et bien sûr, Moquel commence par essayer justement de dire qu'est-ce qui fait que le symbole est le symbole et non pas l'image ou autre chose. Alors il dit voilà. Et j'ai retrouvé ça chez Etiamble, parce qu'Etiamble, dans son Rimbaud, dit, n'est-ce pas, le symbole c'est la traduction en termes concrets d'une idée abstraite. Pas du tout. Cela, Moquel l'appelle l'allégorie. Et cet exemple d'allégorie, avec la définition d'Etiamble, mais c'est l'œuvre de Sully Prudhomme, qui n'a rien de symboliste, n'est-ce pas, la justice avec ses balances. Voilà cette image que les symbolistes refusent. Eux, ils se basent sur ce qu'ils appellent, bien sûr, avec un vocabulaire d'époque. Nous sommes quand même dans cette espèce d'année où le bergsonisme commence un peu à se deviner, n'est-ce pas? Ou en tout cas, Villiers-l'Isle-Adam a beaucoup parlé d'hegelianisme. Et ils disent, le symbole, c'est l'intuition. Par l'intuition, le poète rapproche des mots qui correspondent, parce que les symbolistes tendent vers le silence. Enfin, c'est vrai chez Van Lerberg, c'est vrai chez Rodenbach. Il y a toute une mythologie du silence dans la poésie symboliste. Ils vont rapprocher ces termes ou ces réalités de telle sorte que cela ne puisse plus être traduit à la façon de l'allégorie. Et un représentant éminent de la nouvelle critique, qui est Roland Barthes, me semble avoir donné en 3 mots, dans son livre sur Racine, en bas de page, une définition absolument extraordinaire du symbole pour les symbolistes, disant le symbole, ce n'est pas l'image, c'est la multiplicité des sens. Et cela se vérifie, n'est-ce pas? Il est évident que pour le poète symboliste,
son image peut être lue à différents degrés. C'est pour ça que je parlais du premier Claudel, c'est pour ça que je parlais de la première version de Tête d'Or, de la première version de La Ville, parce que ce sont, eux, des drames parfaitement symbolistes dans la mesure où vous pouvez les lire, y assister ou les entendre à différents points de vue, soit politiques, soit religieux. C'est-à-dire que dans le théâtre de Claudel, enfin, restons à cet exemple, chaque personnage peut s'entendre suivant différentes clés. Et ça, c'est ce que les symbolistes entendaient plus ou moins clairement, bien sûr, par le symbole. Quant à René Guil, il a mené au comble, et peut-être jusqu'à sa perte, quand même une idée qui s'est retrouvée. Bien sûr, vous parliez du sonnet des voyelles de Rimbaud, c'est effectivement de là, de cette sorte d'alchimie qu'il part. Mais prenez par exemple, et je reste dans Claudel, les idéogrammes occidentaux. Oui. C'est une lecture de l'écriture du mot, suivant une méthode purement symboliste. Alors que René Guil, qui a été bon poète à certains moments, mais qui est devenu un théoricien avide. Mais je dirais alors, si vous voulez, que, à mon avis, tout de même, le grand symboliste, c'est Claudel. Parce que Claudel a été jusqu'au bout du symbolisme. Il est sorti de l'école symboliste, il est sorti de ce climat parce qu'il avait trouvé autre chose. Mais en réalité, constamment, il vous fait voir qu'une chose est et n'est pas, comme vous dites d'ailleurs, ce qui est absolument vrai, Hubert Juin. Mais alors pour lui, les choses qui sont ambivalentes sont toujours fondées sur une même vérité. Par conséquent, il n'échappe pas à son dogmatisme, si vous voulez, avec une liberté prodigieuse, une liberté incomparable, mais qui tient tout le temps à cette même idée qu'il a de l'être et qu'il a du non-être. Parce qu'à mon avis, c'est tout de même la grandeur de Claudel d'avoir été un métaphysicien qui d'ailleurs semblait s'ignorer. Alors pour un type comme René Guil, qui m'a beaucoup intéressé dans ma jeunesse, c'est tout à fait autre chose, il appelait ça l'instrumentisme. Et alors, évidemment, il avait été éveillé par Rimbaud, mais alors je dirais qu'ils ont tous été éveillés par Rimbaud, parce qu'alors, le fondateur du symbolisme, on peut dire que c'est Mallarmé, si vous voulez, parce qu'il en a fait une théorie, mais en réalité, celui qui en a fait une vie, c'est Rimbaud. Parce que les illuminations de Rimbaud, ça va au-delà de tout ce que le symbolisme peut fabriquer, même aujourd'hui. Tellement c'est profond, tellement c'est fort, tellement c'est vrai, tellement c'est authentique et vécu. Et alors là, vraiment, il y a une nouvelle manière d'envisager la poésie qu'on trouvera ensuite chez Reverdy, chez Char, etc., et qui n'a pas fini encore de se développer. Et ça vient toujours de ces fameuses illuminations. Et Paul Claudel n'aurait pas été Paul Claudel s'il n'y avait pas eu les illuminations qu'il a trouvées un jour. C'est pour ça que nous parlions tout à l'heure de l'importance du manifeste de Moréas. En réalité, là, vous avez dit le mot, mais ça... Le coup d'envoi de la poésie symboliste a été donné par la publication des textes de Rimbaud dans la Vogue. Et tout est sorti de là. Je voudrais insister sur un autre point peut-être. Stanislas Fumet vient de dire qu'au fond, le grand poète symboliste, c'est Rimbaud, que les Illuminations sont le plus grand texte symboliste. Tant c'est vrai, tant c'est vécu. Et je me demande s'il n'y a pas tout un côté du symbolisme qui refusait la vérité et qui refusait la vie, justement. Alors je crois qu'il y a deux choses dans le symbolisme. Il y a Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, qui sont symbolistes, je veux bien, ils ont parlé de symboles, ils ont parlé de correspondance, ils ont donné des couleurs aux voyelles, mais sont-ce des poètes symbolistes ou sont-ce simplement des poètes tout court, n'est-ce pas? Est-il possible de les classer? Je ne pense pas. Je voudrais dire que le symbolisme, et c'est ça dont j'ai essayé de donner une idée dans cette anthologie, c'est un certain nombre de poètes mineurs, au fond. Les poètes symbolistes sont des poètes mineurs, des poètes flous, des poètes qui ont, comme dit Mallarmé, tourné le dos à la vie. C'est-à-dire, pour moi, les grands symbolistes, ce n'est ni Rimbaud, ni Laforgue, ni Mallarmé. Ils sont au-delà de ça. Ils ne sont ni symbolistes, ni romantiques. Mallarmé est parnassien, parfaitement. Les grands symbolistes, c'est peut-être une René Vivien, c'est peut-être un Miloche à ses débuts, c'est peut-être un Rété avec sa Tulle et des Brumes, c'est peut-être un Rodenbach avec ses canaux. Ce sont toujours, d'ailleurs, en effet, des poètes du Nord. Ce sont des poètes flous, ce sont des poètes où on peut voiler les choses, n'est-ce pas, et où soit la pluie, soit la brume peut arriver à donner une idée qu'on ne veut pas reconnaître aux choses. Alors que justement la réaction de l'école romane, par exemple, est une réaction du soleil, une réaction éclairante, une réaction qui vous empêche de voir les choses autrement qu'elles ne sont. Alors je crois que les poètes symbolistes, et ceux que j'ai tenté de faire redécouvrir, peut-être ce sont justement ces poètes mineurs, qui me paraissent quand même, disons, les plus attachants après tout. Puisque Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, c'est parfait, mais il y avait tous ces petits poètes secondaires comme Robert de Souza, par exemple, Robert de Souza, comme Jean-Antoine Naud, n'est-ce pas, qui sont les vrais symbolistes. Parce qu'il y a dans le symbolisme un goût de la fuite, un goût du rêve, un goût du flou, un goût
de ce qui n'est pas possible, une certaine Sehnsucht au fond, pour reprendre l'expression allemande. Et Robert de Souza a été un théoricien, et nous avons eu des discussions à propos du vers libre, puisqu'il avait été indigné que je parle de Claudel comme du plus grand poète en vers libre. Il m'a dit, c'est pas du tout ça, et de Péguy, il ne l'admettait pas du tout. Nous avions tout un système mathématique. C'est pire que René Guil, ça se voit pas chez Souza. Alors j'ai relu Souza exprès pour voir cela. Effectivement, le vers est écrit d'une certaine manière, il est compté d'une manière nouvelle, comme on n'avait pas encore compté les vers. C'est absolument vrai, ça. Je ne crois pas que le résultat, d'ailleurs, soit vraiment émouvant. Parce qu'en réalité, la poésie étant une intuition, elle n'a aucun besoin de l'instrumentisme de René Guil, n'est-ce pas, ou de la systématique de Robert de Souza. Seulement alors, en revenant à vos symbolistes, les grands symbolistes, ce ne sont tout de même pas de grands poètes, alors. Si ce sont de grands symbolistes. Parce que malgré tout, il n'y a pas eu une sorte d'homme de génie là-dedans qui ait pu faire ce qu'ont réalisé en peinture les impressionnistes. Je ne parle pas de Manet, il y a Baudelaire ou Mallarmé, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, il n'y a pas de Cézanne. Il n'y a pas de Cézanne. Et pour trouver un Cézanne, il faudra dépasser cette époque-là. Luc Eston, je voudrais vous donner la parole. J'incline fort dans le sens de Bernard Delvaille. Et là, contre Bergevin, parce qu'il m'apparaît que ce terme même de symbolisme, il est d'un flou tel que la définition que vous donnez du symbole, mais quoi, là, une lecture à plusieurs sens, c'est le propre de la poésie. Mais pour moi, il n'y a pas de poésie s'il n'y a pas de symbole, au sens où vous me le donnez. Mais s'il vous plaît, c'est pas du tout le sens que les symbolistes, avec ce terme, que je dis idiot, qu'on me dise décadentisme, oui, affaire de sensibilité d'époque. C'était tous des types qui avaient des globules blancs, en grande majorité dans le sang. Bon, et c'était comme ça. Vous dites, mais il n'inventait pas des mots. Mais si, mais ouvrez n'importe quel type au hasard, et j'entends des symbolistes dans le sens où Bernard Delvaille le dit, les mineurs, pas. Mais vous avez tous ces mots que caractérisent si bien le mot évanescent. Non, bah, ils inventaient moins que les Goncourt ou que les gens d'écriture artiste qui ne faisaient rien, ou que les Parnassiens. Non, pas que les Parnassiens, Parnassiens. Parce que même s'il y a invention chez les Parnassiens, il y avait après tout d'invention également chez les romantiques, seulement ce sont des vocables qui ont dans l'invention quelque chose de solide. Là, tous les mots, tous les adjectifs, tout ce qui est propre aux symbolistes, enfin je mets le mot entre guillemets, deuxième manière, vous êtes dans une espèce de coton, de rose, de bleu, dont on ne sait pas quoi sont les elfes, sont... Bon, et ça correspond à quelque chose. Mais c'est pas forcément du symbole au sens commun, c'est ce qu'il faut dire honnêtement. Libre à eux d'appeler symbolisme autre chose, mais quand on dit symbole dans le sens commun, on va pas entendre ça, on va entendre un rapport au contraire assez direct, plus ou moins direct, même s'il est à plusieurs degrés, entre le signifiant et le signifié, pour parler le jargon d'aujourd'hui. Là, il s'agit bien de ça. Je peux lire que certains, alors, se sont frottés à l'occultisme, par exemple. Bon, ça, je m'en fiche, c'est pur prétexte, justement, à être encore plus cotonneux, à être encore plus dans le vague. Mais je suis d'accord à M. Bernard Delvaille que quand vous arrivez, alors, aux poètes majeurs, bon, vous trouvez en eux plus ou moins affirmer des tendances symbolistes, mais moi je vous dis que je pourrais remonter toute l'histoire de la poésie et je vous trouverai ces mêmes tendances, parce que ce sera de la poésie. Il y a un mot très juste, je crois qu'il contient absolument la définition du symbolisme, c'est la suggestion.